Bonjour, il est un plaisir de vous retrouver dans les cours des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les tests du qui 2. Il faut noter que ces cours est la suite logique de cours sur les tests d'hypothèse. Si vous n'avez pas regardé les cours sur les tests d'hypothèse, il est conseillé de les voir avant. Comme nous l'avons vu, les tests d'hypothèse permettent la comparaison des moyennes, variances ou écart-types entre des échantillons ou entre un échantillon et une valeur théorique. Mais celles-ci ne sont pas les seules questions qu'on peut se poser au vu d'un échantillon. On peut aussi se demander quelle est la loi de la variable observée. On peut aussi se demander si les variables observées ont-elles une relation qui est cachée. Par exemple, considérons la densité et les modules d'élasticité du bois du TEC de Togo. Ces données sont tirées d'une thèse de doctorat soutenue en 2002. Comme nous voyons, il y a une dispersion des modules d'élasticité et des densités. On peut alors s'interroger, quelle est la loi suivie par chacune de ces variables? Puis, ces variables sont-elles vraiment indépendantes ou y a-t-il une relation entre elles? Si il y a une relation entre elles, est-il possible de représenter une des variables à partir de l'autre? En d'autres termes, est-il possible de trouver une équation qui les relie? Il existe plusieurs approches possibles pour essayer de répondre à ces questions. Par exemple, nous pouvons faire appel au test d'Uki 2. Mais nous pouvons aussi faire appel aux techniques de quantification d'incertitude. Oui, il est possible aussi d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour répondre à ces questions. Chacune de ces techniques a une origine différente et des bases théoriques distinctes. Par exemple, les techniques de quantification d'incertitude sont des techniques variationnelles basées sur la représentation des variables aléatoires. Dans la suite de ces cours, nous aborderons les techniques de quantification d'incertitude. Les techniques d'intelligence artificielle sont basées sur la notion de séparation d'ensemble, qui ce sont des méthodes d'analyse convexe. Elles cherchent à séparer les données, un groupe ayant des relations fortes à l'intérieur du groupe. Nous allons effleurer ces techniques dans la suite du cours. Pour résumer, nous aborderons plus tard les techniques de quantification d'incertitude et nous allons effleurer les méthodes d'intelligence artificielle. Dans l'immédiat, nous allons étudier les tests d'Uki 2. Les tests d'Uki 2 a été créé par Carl Pearson, qui était un professeur de mathématiques anglais. Après un séjour en Allemagne, où il avait étudié la littérature allemande, et un retour en Angleterre, où il avait étudié les droits, Pearson a retourné aux études et à l'enseignement des mathématiques. Il rencontre alors Francis Galton, un cousin de Charles Darwin qui s'intéressait à la variabilité des caractères dans les populations humaines. Tous les deux
avec deux collègues très connus dans le domaine des statistiques, il crée une revue scientifique Biometrica qui existe jusqu'à aujourd'hui. À cette époque, une des préoccupations centrales des statistiques était l'étude des populations humaines avec des objectifs d'eugénisme. À l'époque, le mot eugénisme n'a pas encore la charge négative qu'il a aujourd'hui. En 1907, Galton et Pearson soutiennent la création d'une association d'eugénisme en Angleterre. Cette association était créée à l'initiative de Madame Neville Rolfe et elle considérait que la famille de Charles Darwin était un modèle d'eugénisme. C'est dans ces cadres sociopolitiques de cette époque que Pearson travaille sur des méthodes pouvant séparer les hasards de l'hérédité. Bien entendu, pour les eugénistes, l'hérédité devait primer sur les bons et sur les mauvais aspects de l'humanité et il fallait les démontrer statistiquement. C'est en travaillant dans ce domaine que Pearson propose en 1900 un article à un journal scientifique, le Physiological Magazine, qui l'accepte. Et c'est dans cet article que Pearson introduit les tests d'Uki 2. Les tests d'Uki 2 introduits par Pearson visent un test bien particulier. C'est tester l'égalité des vecteurs de proportion. Dans son article, Pearson étudie deux situations, celle où P0 est une donnée ou où P0 est le résultat d'une procédure d'estimation. Dans les deux cas, il s'agit d'un test d'ajustement. Malgré les apparences, Pearson n'était pas un mathématicien très rigoureux. La démarche de Pearson a terminé par être formalisée par Ronald Fisher. Fisher a fourni un résultat formel connu sous le nom de théorème de Fisher-Pearson qui est la base théorique du test d'Uki 2. Ce théorème indique simplement que lorsque nous disposons d'un vecteur de proportion, la variable z ainsi définie peut être approchée par une loi d'Uki 2 pour un nombre de mesures suffisamment grand. Pour un test d'ajustement, l'Uki 2 permet de comparer deux tableaux de fréquences et de répondre à la question: les différences observées sont-elles les résultats des fluctuations statistiques sans signification ou, au contraire, sont-elles significatives et traduisent une réelle différence entre les variables? Donc, les tests d'Uki 2 travaillent sur un tableau contenant une ligne d'étiquette et une ligne d'effectifs. Dans les étiquettes, nous avons des classes de valeurs qui caractérisent une population. Et dans les effectifs, vous avez le nombre d'éléments de chaque classe. Lorsque nous avons une distribution théorique qui est envisagée, nous avons aussi des effectifs théoriques qui sont associés à chacune des étiquettes. Les tests d'Uki 2 va permettre la comparaison de ces deux tableaux et la vérification si les différences d'effectifs O et E sont-elles significatives ou simplement produits
d'une fluctuation dans les choix des échantillons. Ces types de tableaux s'appellent un tableau de contingence. Donc, nous partons des données expérimentales, d'observation, d'une population partagée en classe ou en groupe, pour lesquels nous avons des effectifs qui ont été relevés dans un échantillon. Nous allons comparer les résultats de ces observations aux effectifs théoriques que nous aurions dû avoir si la loi, c'est la distribution de la variable observée des classes, était conforme à une théorie. Bien évidemment, il s'agit d'analyser la différence entre les fréquences. Il s'agit de répondre à une question: ces différences observées sont-elles produits d'une simple fluctuation dans les choix de l'échantillon ou, au contraire, traduisent-elles une différence profonde et plus significative entre les variables? D'après les théorèmes de Fischer-Pearson, nous pouvons construire une variable gaussienne réduite en considérant la différence entre l'observation et la théorie divisée par la racine carrée de la théorie. Les mêmes théorèmes indiquent que la norme au carré du vecteur ainsi construit suit une loi d'Oki2 à k-r-1 degré de liberté. Ici, k est le nombre de classes, r est le nombre de paramètres que nous avons dû estimer pour construire la table théorique. Puis, la procédure est identique à celle des tests d'hypothèse. En fixant un risque alpha, on détermine un nombre Q2 alpha tel que la probabilité de Q2 supérieur ou égal à Q2 alpha soit égale à alpha. Nous obtenons ainsi un point dans la droite réelle qui sépare les nombres réels en deux demi-espaces. La région qui se trouve au-delà de la valeur Q2 alpha sera la zone de rejet. Si l'observation tombe dans cette zone, nous allons rejeter l'hypothèse. Bien entendu, son complément sera la région d'acceptation. Ainsi, la région d'acceptation est l'intervalle 0 Q2 alpha. La région de rejet est la région complémentaire. Il s'agit de l'intervalle Q2 alpha jusqu'à plus infini. Prenons un exemple donné par Pearson dans son article. Il s'intéresse à savoir si un dé est équilibré ou non. Pour cela, il dispose des mesures qui voici. La photo est tirée de l'article de Pearson. La première colonne de ce tableau contient les étiquettes. La seconde colonne contient les observations. La troisième colonne contient les effectifs théoriques. Et la dernière colonne contient la différence entre l'observation et la théorie. Vous trouverez dans l'article de Pearson la valeur qu'il a obtenue pour les Q2, 43.87241. À l'époque, Pearson n'adoptait pas encore la méthodologie qui consiste à définir un seuil Q2 alpha. En fait, il calculait la probabilité d'avoir Q2 supérieur à Q2 alpha.
et analyser la valeur de cette probabilité. Si elle était trop faible, il considérait que l'hypothèse devait être rejetée. Ici, le calcul conduit à 1,6 10-5. Cette valeur signifie que l'hypothèse sera refusée pour tout alpha supérieur à 1,6 10-5. Logiquement, Pearson tire la conclusion qu'il semble raisonnable de rejeter l'hypothèse que le dé n'est pas biaisé et donc de conclure qu'il est biaisé pour sortir plutôt des valeurs supérieures. En faisant les calculs avec MATLAB, nous obtenons des valeurs légèrement différentes. Le Q2 est de 43,8755 et la probabilité est de 7,6 10-6. Il faut savoir que Pearson ne disposait pas d'ordinateur. Il faisait ses calculs en utilisant des développements en série de manière approchée. Donc, ces résultats sont excellents pour les moyens dont il disposait. Donc, en fait, l'hypothèse sera rejetée pour tout alpha supérieur à 8 fois 10-6. Par exemple, prenons alpha égale à 10-5. Dans ces cas, Q2 alpha vaut 43,2060, qui est inférieur à Q2, et donc l'hypothèse est rejetée. Voici les petits programmes MATLAB qui ont servi à ces calculs. Comme petite anecdote, sachez que dans son article, Pearson étudie des résultats qui ont été notés d'une soirée à Monte-Carlo en juillet 1892. Ici, les étiquettes correspondent à la première ligne. Les observations correspondent à la deuxième ligne. Et la théorie correspond à la dernière ligne. Les calculs de Pearson fournissent un Q2 de 172,43, comme vous voyez dans les textes. Lorsqu'il calcule la probabilité associée à cet événement, il trouve une valeur extrêmement faible de l'ordre de 10-30, c'est-à-dire pratiquement nulle. Il en déduit, logiquement, que les casinos n'étaient pas honnêtes et que la roulette était truquée ce soir-là. En faisant les calculs avec MATLAB, nous trouvons des valeurs proches de celles des Pearson. Pour avoir une idée de la faiblesse des probabilités en jeu, si nous prenons alpha égale à 10-10, c'est-à-dire nous prenons pratiquement aucun risque, l'hypothèse est rejetée malgré tout. Bien entendu, elle est rejetée aussi pour des chiffres et des valeurs d'alpha plus raisonnables. Voici les petits programmes MATLAB qui ont servi à ces calculs. Dans son article, Pearson étudie aussi les erreurs dans l'ajustement d'une courbe. Il étudie aussi la distribution possible d'un ensemble de données. En particulier, il examine les rayons atteints par des tirs sur une cible. Les fréquences observées suivent-elles une loi normale ou non? La procédure est identique. Il calcule les effectifs théoriques, les écarts, puis l'équilibre, et arrive à la conclusion que la loi n'est pas une loi normale. Pour illustrer la démarche, considérons un exemple retiré d'un document existant sur Internet. Chaque classe est une plage
Il faut donc commencer par déterminer les centres des classes qui vont nous servir à l'estimation de la moyenne et de l'écart type. Ayant déterminé les centres, nous avons un tableau qui contient des valeurs et des effectifs en face. Nous pouvons donc calculer la moyenne empirique et l'écart type de Pearson. Ce sont les estimateurs du maximum de vraisemblance pour M et sigma. Rappelons que dans le théorème de Fisher-Pearson, nous devons utiliser les estimateurs du maximum de vraisemblance. Pour les données dont nous disposons, nous trouvons une valeur de moyenne empirique de 10.0388 et un écart type de Pearson de 1.7732. Avec ces données, nous pouvons déterminer les probabilités théoriques de chaque classe. Il suffit de considérer la différence entre la fonction cumulative gaussienne au point supérieur de l'intervalle et sa valeur au point inférieur de l'intervalle. En multipliant les probabilités par le nombre d'éléments total de la population, nous obtenons l'effectif théorique de chaque classe. Cette valeur devra être comparée avec la valeur observée. Il existe des alternatives pour déterminer les effectifs des classes. La méthode précédente était exacte. Maintenant, nous pouvons utiliser des méthodes approchées. Par exemple, à la place d'utiliser une intégrale exacte, nous pouvons calculer une intégrale à l'aide d'une formule de trapèze. Dans ce cas, nous avons les résultats qui se trouvent dans ce tableau et les effectifs qui se trouvent dans ce tableau obtenus de la même manière en multipliant les probabilités par le nombre total d'éléments de la population. Enfin, si nous acceptons de commettre encore plus d'erreurs dans les calculs des probabilités des classes, nous pouvons utiliser une formule de rectangle. À ce moment-là, nous aurons les tableaux qui se trouvent ici. Et les effectifs théoriques seront les suivants. Une fois les tableaux des effectifs théoriques déterminés, nous pouvons calculer les Q2. Par la formule exacte, nous avons la valeur que voici. La formule des trapèzes donne une valeur légèrement différente. Enfin, la formule du rectangle, qui en principe est la moins précise de toutes, donne encore une troisième valeur. Puis, nous déterminons Q2 alpha. Par exemple, pour alpha égale à 0,05, la valeur est de 14.0671. Il faut noter qu'ici, nous avons estimé deux paramètres, la moyenne et l'écart type. Donc, le nombre de degrés de liberté est de 7. Quelle que soit la méthode de calcul des probabilités théoriques, nous avons les résultats identiques. L'hypothèse est acceptée. Une autre application du test d'Oki2 est les tests d'indépendance. Dans un test d'indépendance, nous voulons vérifier si deux variables x, y sont indépendantes ou non. L'outil pour ce test est un tableau de contingences bidimensionnel où nous avons les valeurs possibles d'x à la verticale, les valeurs possibles d'y à l'horizontale. Nous avons m valeurs possibles pour x et n valeurs possibles pour y.
Dans les éléments du tableau, à la position IJ, nous avons les effectifs observés pour la valeur xj de x et yj de y. Si les variables sont indépendantes, la probabilité d'avoir x égale à xj et y égale à yj est simplement les produits des deux probabilités, puisque les variables sont indépendantes. Nous pouvons donc tester l'indépendance en testant l'hypothèse de l'existence d'un vecteur px, px1 jusqu'à pxm, et d'un vecteur pyj, de py1 jusqu'à pyn, tel que les probabilités s'écrivent sous la forme d'un produit de deux éléments du vecteur. Insistons sur les indices. I va de 1 jusqu'à m et j va de 1 jusqu'à n. Pour un tel test, la première étape est l'estimation des pxi et des pyj. Combien de paramètres devons-nous estimer? Pour les m valeurs possibles de x, il faut estimer m-1 valeur, puisque la somme des probabilités est égale à 1. Donc la dernière valeur est une fonction des valeurs précédentes et n'a pas besoin d'être estimée. De manière analogue, pour y, nous devons estimer n-1 valeur. Donc, la valeur de k est m fois n, qui est le nombre total d'éléments du tableau. Et nous estimons m-1 plus n-1 paramètres. Donc, le nombre de degrés de liberté est le suivant, m fois n moins m plus n moins 2 et moins 1, ce qui vaut m-1 qui multiplie n-1. Comment faisons-nous l'estimation? Nous partons du tableau des données observées. Nous commençons par déterminer le nombre total d'observations. Il suffit de faire l'addition de tous les éléments du tableau. Puis, en divisant les éléments du tableau par le nombre total d'observations, nous transformons ce tableau en un tableau de fréquences relatives, c'est-à-dire un tableau de probabilités. En remplaçant l'observation OIJ par PIJ, nous construisons un tableau de probabilités pour les éléments du tableau. Nous allons ensuite estimer la valeur du PXI par la somme sur J de tous les PIJ. Il s'agit de faire une somme horizontale. Fixant une ligne, nous faisons la somme des valeurs sur toutes les colonnes. On obtient ainsi une valeur qui est notée PI point. Pour PYJ, nous allons adopter la même stratégie, sauf que nous allons faire la somme sur I. Dans ce cas, il s'agit d'une somme verticale sur les colonnes. Nous allons fixer une colonne et faire la somme de toutes les lignes pour obtenir la valeur P.J. Les valeurs de PI point et de P.J sont nos estimations de PXI et PYJ. Donc, la valeur théorique de PIJ est le produit de PI point par P.J. Et par conséquent, l'effectif théorique à la position IJ est le nombre total d'éléments de la population qui multiplie PIJ théorique, soit n fois PI point fois P.J. Nous avons à présent
les tableaux des effectifs théoriques. Nous pouvons donc calculer les Q2, puis les comparer à la valeur des Q2 alpha et prendre la décision. Si la valeur des Q2 observée est plus petite que la valeur des Q2 alpha, nous acceptons l'hypothèse d'indépendance. Dans les cas contraires, nous refusons l'hypothèse d'indépendance. Prenons un exemple d'un tableau simple 2 par 2 qui contient ces valeurs. Nous commençons par calculer n, les nombres total d'éléments de la population. Ici, nous allons faire la somme des 340 plus 260 plus 160 plus 240 qui donne 1000. Dans un cas plus général, il faut faire la somme de l'ensemble des éléments du tableau. En divisant les tableaux par n, nous obtenons les tableaux des probabilités. Une fois les tableaux des probabilités construits, nous allons faire les sommes horizontales qui nous donnent les valeurs des PI points. Puis, nous allons faire les sommes verticales qui nous donnent les valeurs des P.J. Avec ces valeurs, nous déterminons les probabilités théoriques en faisant les produits des PI points par P.J. Puis, en multipliant les probabilités par le nombre total d'éléments de la population, nous avons les effectifs théoriques qui doivent être comparés aux effectifs réellement observés. La comparaison s'est faite à l'aide du Q2, qui ici vaut 26,6667. La valeur d'IN-1 est égale à 1, la valeur d'IN-1 est égale à 1. Donc nous avons 1 fois 1 degré de liberté, un seul degré de liberté. Pour cette donnée, la valeur du Q2 alpha est de 3,8415. Cette valeur est inférieure à la valeur du Q2 observé. Donc, nous rejetons l'hypothèse et les variables ne sont pas indépendantes. Nous terminons ici les cours sur les tests du Q2. Je vous recommande de faire des exercices pour fixer les idées et apprendre à manipuler ces méthodes. Merci, au revoir.